Vous savez, l'As des As, c'est le résumé d'un certain nombre de choses que j'avais envie de faire. J'avais envie euh, de raconter d'un petit enfant juif, d'une amitié entre un entraîneur de boxe aux Jeux Olympiques qui était un ex-aviateur, du combat aérien qui l'avait opposé à un Allemand, d'ailleurs anti-nazi, mais il fait partie de la Luftwaffe. Tout ça se passant dans le cadre des Jeux Olympiques de 1936, donc il me fallait des extraits du fameux film de Leni Riefenstahl sur les Jeux Olympiques. J'ai été trouver Leni Riefenstahl, qui n'était pas une ancienne égérie d'Hitler, mais quand même une femme. D'ailleurs, elle m'a dit, ça a été très drôle quand j'ai vu Leni Riefenstahl aux environs de Munich, elle m'a dit, vous savez, c'est impossible de refuser les moyens extraordinaires que le régime nazi m'a donné pour filmer les Jeux Olympiques. Il m'a parlé bien sûr de son idée, c'était une idée de départ où il avait très envie de retravailler avec Jean-Paul Belmondo, donc avec lequel il avait fait le Cerveau. Il a une grande tendresse pour Jean-Paul, et puis je crois que le travail entre eux se passe, je crois toujours d'ailleurs divinement bien avec Jean-Paul, mais en tout cas ça avait très très bien accroché entre eux. Et c'est vrai que je crois, venant de l'enfance, où il faisait probablement des collections de photos, vous savez, on trouvait ça dans les tablettes de chocolat, on en parle d'ailleurs dans le film au début, il adorait donc toute cette épopée de ses premiers combats d'aviation de la guerre 14-18. Donc ce personnage en question est né comme ça, donc cet ancien héros de l'époque. Et puis, il m'en a parlé en me disant c'est l'univers de la boxe, des Jeux Olympiques. Bon, j'ai obtenu d'elle cet extrait qui est des Jeux Olympiques de 1936, qui est là dans l'As des As, avec un faux Hitler, les colombes de la paix qui s'élèvent au moment où on inaugure les Jeux Olympiques, les canons qui tirent, qui tuent les colombes de la paix, les plumes qui tombent sur Hitler, enfin toutes sortes de folies qui m'ont beaucoup amusé. Tous les deux, on s'est lancés dans beaucoup de livres de l'époque, à la fois sur la vie d'Hitler, sur d'ailleurs la vie privée d'Hitler, parce que ce qui nous amusait justement, c'est de créer cette espèce d'intimité dans laquelle entrait donc le personnage de Belmondo. Il y en a ici dans la bibliothèque, là je les vois encore, parce que là j'ai tous les livres avec l'époque As des As, Adolf Hitler, etc., etc. Là j'ai ceux de la Reine Margot qui sont là, parce que c'est vrai que tout à coup on se plonge dans une époque qui est finalement très lointaine. Et donc il y a eu un gros travail de recherche, d'où effectivement on a déniché qu'il y avait une sœur, que cette sœur ne s'entendait pas du tout avec Eva Braun, qu'elles se détestaient, qu'elles étaient jalouses, que toutes ces choses-là sont donc basées sur des choses vraies qu'on a trouvées très intéressantes par rapport à une intrigue qui se nourrait dans ces couloirs, etc. Et l'idée évidemment de faire jouer le personnage d'Hitler et de sa sœur par le même comédien. Les gens ne se sont jamais rendus compte qu'en fin de compte c'était le même acteur qui jouait Hitler et sa sœur. Hitler avait vraiment une sœur qui s'appelait Angela. Il y a eu des conflits entre Eva Braun et cette Angela, et puis cette Angela a quitté la résidence d'Hitler pour épouser, je crois que c'était un chef d'orchestre. Il y a eu des conflits, je veux dire, avec Eva Braun. Alors c'était très amusant l'idée de reprendre tout ça et de faire jouer Hitler et sa sœur par ce comédien, par le même comédien. Mais les gens n'ont jamais réalisé que c'était le même acteur, ce qui était pour moi assez drôle, bien qu'il y ait une très grande ressemblance entre eux, puis c'était le même acteur. Mais enfin, il y avait plein d'histoires de gags. Il y avait un moment un orage à Berchtesgaden, il y avait un parapluie qui s'ouvrait en haut du parapluie. J'ai fait mettre à la place de la pointe du parapluie une petite croix gammée. Il y avait un coucou-cloque, comme il y a en Bavière, vous savez, qui sortait pour marquer l'heure dans le bureau d'Hitler. Et avec son aile, ça faisait le salut nazi, enfin toutes sortes de choses qui continuent à m'amuser aujourd'hui quand j'en imagine encore d'autres et qui m'ont toujours, que je me suis dit qu'il fallait que je fasse. Quelquefois c'était très 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 compliqué, une grande Mercedes blanche
qu'un petit garçon pilotait sur des routes, tout ça, c'était très compliqué. Mais ça, ce sont des effets simples. Et quelquefois, vous savez, on rit autant à un effet simple et même plus qu'à un effet compliqué. Ce qui était formidable comme effet compliqué, c'est d'imaginer que les parachutes des aviateurs étaient dans cette voiture, qu'ils allaient se déployer, les freiner, ils sont poursuivis par les Allemands, on coupe les attelles du parachute, le parachute recouvre les poursuivants qui partent dans un décor, dans un fossé. Et le film a failli ne pas se faire, tellement le budget était important. Vous savez, faire un combat aérien en préambule du film, on m'a proposé de le couper, j'ai refusé. Faire un combat aérien, c'est très très compliqué, très cher. Et puis bon, le film était très cher. Puis, bien nous en a pris. Belmondo était coproducteur. Et puis un jour, il a vu l'affiche du film. C'est une affiche qu'avait concocté René Château, qui était le directeur de la publicité du film à l'époque. Et quand il s'est vu sur cette affiche, avec cette tenue fabuleuse, avec son écharpe blanche, sa tenue d'aviateur, tout d'un coup, bon, il s'est dit « Ah oui, probablement ce film, il faut que je le fasse ». Et on me l'a fait. Il y a peu d'improvisation, notamment dans des films comme ceux de mon père, qui sont extrêmement réglés, comme le comique, quelque chose de très rarement improvisé. Alors, ce qui est complètement inattendu et merveilleux, c'est tout à coup comment un acteur va jouer une scène. Mais c'est pas tout à coup le fait de la changer à la dernière seconde. Ça se passe très 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 rarement comme ça, ou alors il y a une réécriture de dernière minute qui peut se faire, mais je ne pense pas que ce se soit passé sur l'As des As. Ce qui est tout à coup de formidable, c'est ce qui va se passer avec un ours dans une voiture et comment Belmondo et cet enfant vont tout à coup jouer avec ce petit ours. Bon, on l'écrit, mais on n'est jamais sûr de comment ça va se passer, comment le dresseur va arriver à faire jouer l'ours, et comment... il y a des choses qui sont... Quand tout à coup, il y a l'ours qui met sa patte sur la tête de Belmondo, c'est génial, on va le garder. Mais sinon, ça ne va pas plus loin que ça. Il se trouve que j'avais fait reconstruire par un décorateur allemand de très 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 grand talent au studio de la Bavaria à Munich. J'avais fait reconstruire non pas le nid d'aigle, mais la résidence d'Hitler à Berchtesgaden avec garde SS noir, drapeau à croix gammée, etc., avec morpho Hitler. Et que comme c'était une production française, les autorités bavaroises, le maire de Munich, etc., sont arrivés un beau jour pour rendre visite à la coproduction française qui tournait dans les studios Bavaria. Et je dois dire qu'il y a eu un moment très drôle, c'est quand ils sont rentrés directement dans le décor qui était le Berchtesgaden d'Hitler avec la garde noire. Parenthèse d'ailleurs, les jeunes Allemandes ne voulaient pas couper leurs cheveux longs et faire la garde noire d'Hitler. J'ai dû prendre des Américains pour ça. Ça, c'est autre chose. Et donc, il y a eu un moment de consternation quand ils sont rentrés dans ce décor, qu'ils sont retrouvés chez Hitler, avec le drapeau à croix gammée et la garde SS. Mais enfin, voilà, ça fait partie des histoires qui nous ont beaucoup fait rire, surtout avec un Belmondo déguisé en allemand à ce moment-là. Belmondo, qui adorait, principalement à l'époque, qui adorait les cascades, un beau jour, il était 6h du soir, il y avait d'ailleurs son fils qui était là, a pris avec Jean Salis, à 6h du soir, il n'y avait pas de prise de vue, il a pris un avion, il est rentré dedans, Salis s'est élevé, et puis il a commencé là-haut, tout le monde riait, mais pas moi tellement, à se balader sur l'aile de l'avion. Ça n'a pas été filmé, ça. Ce qu'on a filmé, c'est ce qu'on a fait le lendemain. Et j'ai entendu à la radio Jean Salis, avec lequel j'étais en communication, qui m'a dit « Fais-nous atterrir, on va le perdre ». Alors je les ai fait atterrir. Et on ne l'a pas perdu, fort heureusement pour le cinéma, et fort heureusement pour notre amitié qui est grande avec Jean-Paul. Cette poursuite en question, où tout d'un coup, il se trouve que Belmondo passe à l'arrière de la voiture et balance des roues de secours sur les poursuivants, sur les motards allemands qui le poursuivent. Donc c'est le petit garçon de 10 ans qui est supposé conduire la voiture. Et de ce fait,
sur des routes en lacet extrêmement dangereuses. Moi, je suis d'ailleurs ficelé avec la caméra et l'opérateur sur le capot de la voiture. De ce fait, il ne faut pas que ça soit le petit garçon qui la conduise, il a 10 ans. Donc, Rémi Julienne est installé sur une petite plateforme, sur le côté de la voiture, donc on ne le voit pas, et c'est lui qui doit la piloter. Mais il se trouve, et ça, on pouvait tous vraiment passer l'arme à gauche, là. Moi sur le capot de la voiture, Belmondo qui balançait des roues de secours la roue de secours de la Mercedes sur les poursuivants. De ce fait, au moment où Belmondo est passé à l'arrière de la voiture pour l'action qu'il devait mener, il se trouve que sa manche a changé une petite manette qui était là et qui faisait que la conduite de la voiture passait à Rémi Julienne qui était sur sa plateforme invisible. Et c'est le petit garçon qui l'a conduite et qui a fait que l'accident affreux pouvait coûter la vie à l'opérateur, à moi-même, à Belmondo et au gosse et d'ailleurs à Rémi Julienne, puisque c'est lui qui a dû, à 10 ans, conduire cette voiture au travers des routes en lacet dans les montagnes. Je suis allée faire un voyage à Munich, vraiment pour le plaisir, parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi, mais j'y suis allée pour les voir, et c'était très, très intéressant. Ça se passait donc au grand studio de Munich, qui sont, je crois, la Bavaria, où il y avait d'ailleurs, je me souviens très bien, sur le Lot, il y avait sur le Lot, il y avait le bateau de Das Boot, qui était donc ce sous-marin dans lequel ils avaient tourné Das Boot à ce moment-là. Et puis la reconstitution justement des appartements privés d'Hitler et de toutes ces scènes où les portes s'ouvrent, se ferment, enfin, etc., dans ce couloir. Et donc j'ai passé un week-end très agréable, mais ce sont des visites qui n'ont rien à voir avec la vraie atmosphère d'un tournage. C'est quand on est sur un tournage, quand on est partie prenante. Les auteurs sont toujours un peu en visite sur les tournages. J'avais une suite à l'hôtel des 4 saisons à Munich, qui était exactement en dessous de la suite qu'occupait Jean-Paul, dont la compagne était à l'époque Carlos Sotomayor, en effet. Et donc, il y a des ours dans ce film. Il y a des oursons et puis il y a une maman ours. Alors la maman ours, il y avait là un dompteur et puis sa femme, qui était un personnage extravagant avec un costume à carreaux. Le dompteur, elle était aussi extravagante. Et on s'est amusé à faire à Jean-Paul une fausse lettre d'amour de la part de la femme du dompteur ou de sa sœur, je ne me rappelle plus. Alors on lui a écrit une lettre extravagante en lui disant qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle voulait faire l'amour avec lui, qu'elle ne rêvait que de lui, etc. Puis on a mis cette carte postale dans la case de Jean-Paul à l'hôtel des 4 saisons. Et moi j'étais en dessous. Et tout d'un coup, à 11h du soir, j'ai entendu des hurlements dans la suite qui était au-dessus de la mienne, des fracas de vases brisés, des coups de pied, des machins, etc. Je me demandais ce qui se passait, puis ça s'est calmé. Et le lendemain, on avait un Jean-Paul Belmondo pâle, pas rasé, etc. Et tout d'un coup, tout le monde m'a dit « mais c'est épouvantable, il y a un con qui lui a envoyé une lettre d'amour extravagante, signée de cette sœur ou femme du dompteur, une laideur épouvantable, etc. Et puis Carlos a pris ça très mal, et puis ils se sont horriblement disputés, et elle est repartie. Alors j'étais très emmerdé. À 11h du matin, j'ai été téléphoné chez Jean-Paul pour envoyer des fleurs et dire que j'étais l'auteur de ce méfait. J'ai eu la femme de chambre de Jean-Paul qui m'a dit oui, Carlos est revenue, mais elle est repartie pour l'Amérique du Sud. Alors je ne pouvais plus lui envoyer de fleurs. Tout le monde me jouait la comédie du désespoir de Jean-Paul, etc. Et puis le soir, à la projection, tout le monde éclatait de rire parce qu'à l'issue des rushs, Carlos était derrière moi. Voilà, vous voyez les blagues qu'il arrive qu'on s'est vraiment fait, surtout beaucoup de blagues. J'ai fait plus de blagues avec les films avec Jean-Paul qu'avec les Bourvil de Funès. Étrangement.
Tu m'avais promis. On peut pas faire du stop avec un ours, ni prendre un quart. Bon, alors, la sortie de l'As des As, ça a été une chose insensée, puisqu'il y avait le même jour la sortie d'un film de Jacques Demy qui s'appelait Chambre en ville, et que, bon, on n'a pas fait de projection pour la presse. Le film est sorti brut à 14 heures, comme d'habitude, le mercredi, je crois. Il se trouve qu'on a battu tous les records, puisque le film a fait 72 000 entrées dans la journée. Il se trouve que le film de Jacques Demy n'a pas fait beaucoup, et que tout d'un coup, la presse s'est emparée de ça, et a commencé, au bout d'une semaine où nous avions fait 450 000 entrées, ce qui était énorme, ce qui demeure pas énorme, c'est des chiffres qu'on n'atteint plus aujourd'hui, a fait toute une polémique en disant que j'avais volé les spectateurs, enfin avec Jean-Paul, que nous avions, avec Belmondo, volé les spectateurs du film de Jacques Demy. Alors il s'en est suivi une polémique, des engueulades, une lettre ouverte que j'ai écrite avec Jean-Paul, lettre ouverte au coupeur de tête, en disant qu'en France, dès qu'il y avait une tête qui dépasse, on la coupait. Enfin, voilà, alors, bon ben, tout ça est rentré dans l'ordre par la suite. Il se trouve que l'As des As passe régulièrement à la télévision, qu'il bat toujours les mêmes records d'audience à la télé qu'il a battu au cinéma, et que tout ça, ce sont des tempêtes dans des verres d'eau, avec un tout petit peu de bicarbonate de soude dans ces verres d'eau-là pour faire digérer la pastille. Des grosses difficultés dans la fin du film, qui n'ont peut-être pas été complètement résolues quand on revoit le film, où on sent que ça a été difficile, et moi je trouve. Et c'est toujours intéressant de revoir les films 15, 20 ans plus tard, ou même 2-3 ans plus tard. Avant, on est quand même encore dans une sorte de cocon d'inconscience, mais après, on commence à voir les choses avec un œil beaucoup plus critique. Et c'est vrai que la fin, encore une fois, a été très, très, très difficile, et que c'est pas personnellement ce que je trouve le plus satisfaisant dans notre travail. Voilà. Enfin, il y a bien un poste de radio ici. Ja, dans le bureau de mon frère. Dans le bureau de votre frère? Eh ben, allons-y. Charmante. Et je garde de tous ces films vraiment un souvenir de travail formidable. Et puis je garde du travail avec mon père un souvenir formidable, parce qu'on se réunissait donc tous les jours pendant des mois, au fil des années. Et puis bon... Et puis c'est merveilleux d'avoir du succès, c'est merveilleux que les gens aiment nos films. Alors c'était bien sûr plein de complètement nourri d'angoisse, bon, parce que c'est vrai qu'une fois qu'un film sort et une fois qu'un film est une réussite et qu'il marche, tout le monde a l'impression que c'est très facile et que c'était très facile. Bon, ça a toujours été très très difficile, toujours, des plus grands succès ou ceux qui ont été de moins grands succès, mais enfin je touche du bois, on en a eu tellement que on a été incroyablement gâtés par cette vie professionnelle, par le public qui a suivi donc, et qui aime ces films, mais ça a toujours été extrêmement amusant et incroyablement difficile, toujours. Et donc, voilà, je suis imprégnée de ça, de ce bonheur de faire ce métier, et en même temps, je suis très consciente de l'angoisse que ça représente et du fait que on ne sait jamais si on va trouver les fameuses solutions, si au bout du compte on choisit les bonnes, et quelles sont les bonnes, et bon, et dans des films qui sont comme ça. Vous savez, quand je lis des articles où on dit avec mépris des films qui sont conçus pour le public, ça me paraît quelque chose de complètement aberrant, parce que c'est vrai que on a conçu ces films pour le public, parce qu'on s'est dit tout le temps, est-ce que ça va les faire rire ? Est-ce que c'est drôle ? Est-ce que c'est drôle pour nous, ou est-ce que c'est drôle pour eux ? Et la réponse étant, il faut que ce soit drôle pour eux, pas seulement pour nous. Et ça fait partie des choses qui sont un grand bonheur quand on s'assoit dans une salle et qu'en effet on entend des gens hurler de rire, comme on les a entendus dans les films que j'ai cités. Quand on n'entend plus les dialogues, ou dans la scène de l'usine de chewing-gum de Rabbi Jacob, tout à coup, en effet, la moitié du dialogue du film en salle, les gens ne savent plus ça parce qu'ils le voient maintenant. En effet, en DVD ou en cassette, mais en salle, on n'entend plus les dialogues, tellement les gens rient quand ils sont des centaines dans une salle.
Oh, ce sont des satisfactions formidables. Non, je garde de tout ça un souvenir merveilleux.